Je ne le considère pas comme un héros. Je suis beaucoup plus attaché à cette espèce de transmission spirituelle, cette posture nécessaire de respect, de valorisation. Et dans les temps qu'on vit actuellement et la montée de l'antisémitisme, en tout cas on le voit bien en Europe, de posture et de prise de position courageuse. Lux Binden, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir parce que vous avez une histoire complètement rocambolesque. En quelques mots, je vais vous présenter. Vous êtes enseignant dans un lycée suisse. Vous avez été adjoint proviseur d'établissement. Et puis, c'est pas tellement pour ça que vous êtes là. Vous êtes là parce que vous avez une histoire incroyable. En tout cas, votre grand-père a une histoire folle. Il a aidé des Juifs pendant la guerre. Il a sauvé la famille Heller pendant la guerre. Voilà. Et il n'était pas juif. Donc, il a eu tôt conscience de ce qui allait arriver au peuple juif dès 1938. Et vous avez fait un travail de recherche de détective, on peut dire. Oui, alors l'histoire folle, j'ai envie de dire, c'est une histoire croisée parce que c'est à la fois l'histoire de mon grand-père et de ses choix vis-à-vis du peuple juif. Et puis ensuite, l'histoire de 12 ans de recherche. C'est vrai qu'on pourrait parler d'une enquête policière, ou plutôt là d'une enquête familiale. Ça a été véritablement un travail de titan, de partir avec... Entre plusieurs pays, j'imagine. Entre plusieurs pays. Entre plusieurs familles. Donc, ça a été à la fois un travail de reconstitution de l'histoire de mon grand-père, puis un travail de reconstitution de l'histoire qui a été sauvée, de la famille qui a été sauvée, et ensuite reconstitution de la famille de ceux qui n'ont pas été sauvés. Ouais, c'était important pour vous de voir comment votre grand-père a impacté, voilà, de voir les descendants grâce à son action, qui sont toujours en vie, et puis les autres, voilà, toutes ces vies qui ont été fauchées, ce qu'ils auraient pu devenir. C'est ce que vous avez fait. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que cette histoire ou cette espèce de révélation que j'ai obtenue il y a 12 ans en arrière, j'ai appris par hasard, c'est finalement le travail de mon grand-père. Vous ne le saviez pas? Je ne le savais pas du tout. Mm-hmm. Mais j'étais en fait... ma vie avait été construite sur l'histoire du peuple juif. Depuis mon enfance. Comment ça se fait? Alors, est-ce que c'est peut-être justement l'héritage de mon grand-père qui était là, que je ne voyais pas et dont j'ai pris conscience au moment où cette histoire s'est révélée à moi. Mais il faut comprendre que dans mon adolescence, j'ai véritablement été habité par le destin du peuple juif. J'ai lu tout ce qu'on pouvait lire sur la Shoah, vu tout ce qu'on pouvait voir comme film sur la Shoah. Je me rappelle avoir fait un travail au moment de mon baccalauréat, travail de recherche d'histoire. J'avais un sujet à préparer. Comme par hasard, je me suis retrouvé à travailler sur Masada. J'ai même appris ce qu'était Masada au prof d'histoire de l'époque. Donc j'ai grandi avec cela. La vie dans les shtetl, tout ce qui était arrivé au peuple juif faisait résonance au fond de moi, comme si ce peuple était le mien. Et j'ai d'ailleurs intitulé la conférence que je donne en ce moment en Israël, « Ton peuple, mon peuple ». Voilà, c'est ça. Pour vous, c'est très important de témoigner, de passer un message à la jeune génération. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Comment ça a commencé cette enquête? Parce que vous ne saviez rien. Personne n'en parlait dans votre famille. Il n'y avait que 2 tantes à vous qui étaient au courant. Mais c'était le silence, quoi. C'était le silence. Je pense qu'il faut comprendre d'abord que on a tous connu cela auprès de parents ou de grands-parents. La génération de mon grand-père était cette génération que les Anglais ont appelée la silent generation. On sait que c'est une génération qui, de par aussi le traumatisme de la guerre, n'a pas forcément voulu parler. Et cette histoire aussi, par humilité, par pudeur, mon grand-père n'en a pas trop parlé. Et c'est à 2 de ses enfants sur les 6, 2 de mes tantes donc, qu'il s'est confié un jour, qu'il a raconté non seulement l'histoire de cette famille juive qu'il a protégée, mais aussi du réseau dont il faisait partie pour aller chercher des enfants en train. Oui, c'est-à-dire qu'il a sauvé aussi la vie de centaines d'enfants, mais on ne sait pas, ça vous n'avez pas trop de traces, vous ne savez pas qui il a sauvé précisément. Centaines, dizaines, je ne sais pas, je ne connais pas en termes d'unité. Et cette histoire, pour revenir à votre question, est née finalement d'une parole prononcée un jour par une de mes tantes. Est-ce que tu sais que ton grand-père a sauvé des Juifs? Là, tout d'un coup, l'histoire dans laquelle je m'étais plongé, qui m'imprégnait depuis mon adolescence, trouver un écho dans ma propre famille. Et puis, c'est aussi la découverte un petit peu inattendue aussi d'un petit carnet vert. On pourrait presque faire un film appelé Le Petit Carnet Vert, dans une boîte de métal, dans un grenier appartenant à une de mes tantes. Et là, en l'ouvrant, je découvre des notes manuscrites de mon grand-père, pasteur dans les Cévennes. Je découvre des notes de budget, des horaires de train, etc. Et au milieu du livre, 2 pages manuscrites parlant de Pourim, parlant d'Esther. Il devait préparer, je pense, une étude sur le livre d'Esther. Et là, il cite le texte qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que j'ai été appelé par Dieu sur la terre.
Plus loin, le salut vient des Juifs. Plus loin, il nous faut oser dans ces temps difficiles, prendre position avec courage. Ouais, donc ça a déjà préfiguré peut-être son action. On était en quelle année à cette époque-là? Alors d'après ce que j'ai pu imaginer, d'après ce carnet, je pense qu'il a dû écrire cela dans les années 38, 37-38. Ok, alors il a croisé, ou en tout cas la famille Heller a croisé son chemin. Vous savez comment, j'imagine, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment la famille Heller est arrivée dans le petit village où mon grand-père était pasteur. Il y avait tout un réseau. On sait que les Cévennes, cette région de la France, était extrêmement proche. Il y avait une sorte d'alliance invisible avec les Juifs persécutés, de par une histoire commune aussi de persécution, de par aussi l'importance dans ces communautés protestantes de la parole, du Tanakh, cet Ancien Testament des chrétiens, qui était vraiment le fond commun de ces deux peuples. Et les Juifs ont été protégés dans les Cévennes de manière absolument extraordinaire. Donc je pense que par réseau, cette famille est arrivée dans ce village. Et là, ils ont fait connaissance de mon grand-père. C'était bien évidemment avant que les Allemands arrivent. Là, on est encore dans la période de la zone libre. Et le petit garçon, Peter, va aller à l'école. Le petit garçon... Peter Heller. Peter Heller. Ils ont un petit garçon, donc. C'est une famille de compositeurs et d'artistes. Et il va jouer avec mes oncles et tantes. Et là, j'ai des anecdotes que je pourrais vous raconter, assez étonnantes, qui montrent déjà les liens extrêmement intimes entre ma famille et ce petit garçon. Alors, vous n'avez pas écrit de livre pour l'instant, vous donnez simplement des conférences. Vous essayez de partager cet héritage, parce que j'imagine que d'être le petit-fils d'un héros, c'est quelque chose de spécial, c'est particulier quand même. C'est particulier. Alors oui, partager l'héritage. Surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça doit faire écho, avec tout ce qu'on vit, l'antisémitisme, etc. Vous devez être... vous devez mesurer peut-être encore plus son engagement. Alors, je ne le considère pas comme un héros, et lui ne se considérait pas comme un héros. Je me rappelle qu'il y a des années en arrière, on m'a raconté qu'on lui avait proposé, il est venu en Israël, j'ai appris ça dans les années 70, il est venu en Israël, puis on lui avait proposé à l'époque, un ami qu'il avait ici, lui avait proposé de donner sa candidature comme juste parmi les nations. Reconnu. Et la réaction de mon grand-père a été immédiate. Il est hors de question que j'obtienne un honneur quelconque, une récompense quelconque. J'ai fait ce que n'importe qui aurait dû faire. Donc pour moi, je ne le considère pas comme un héros. Je suis beaucoup plus attaché à cette espèce de transmission spirituelle, cette posture nécessaire de respect, de valorisation. Et dans les temps qu'on vit actuellement et la montée de l'antisémitisme, en tout cas on le voit bien en Europe, de posture et de prise de position courageuse. C'est pour ça que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux et que vous défendez toujours Israël. Absolument. Je crois que ce que je retiens de l'héritage, on parlait de transmission, ce que je retiens de l'histoire de mon grand-père et ce que nous retenons avec ma femme au sein de notre famille, c'est l'importance dans les temps actuels d'être des Ruth, être des Esther. Ruth pour l'adoption comme non-juif du peuple juif, ton peuple sera mon peuple, d'aller jusqu'au bout aussi de cette alliance. Ça veut dire quoi, se convertir ? Non, ce n'est pas se convertir. Nous sommes chrétiens. Okay, nous mais partageons venir en le même Israël, texte. Peut-être ? Pardon ? Venir vivre en Israël quand vous dites. Alors, on essaie d'y venir le plus souvent possible déjà. Mais quand je dis ton peuple est mon peuple ou ton peuple sera mon peuple, c'est aussi prendre conscience comme chrétien au sein d'une église qui a persécuté les Juifs dans toute son histoire, prendre conscience aussi que nos racines se plongent profondément dans la Torah, que nos racines se plongent profondément dans le Tanakh, et que nos racines sont d'abord, les racines bibliques sont d'abord des racines juives. Et puis ensuite, Esther. Esther, c'est pour moi la prise de position courageuse dans les temps comme ceux-ci. Et je pense, j'en ai parlé brièvement avant l'interview, mais je pense à cette jeune fille que nous avons rencontrée dans un lycée ici à Holon, donc à Tel Aviv, lorsque... Mikvé Israël. Mikvé Israël, avec qui je suis partenaire sur bon nombre d'invitations et d'interventions. Cette jeune fille avait fait son allié avec sa famille, elle venait de Paris. Elle est venue se confier à mon épouse et nous disait je ne pouvais pas aller à la synagogue tranquille quand j'étais à Paris. Les gens me regardaient de travers, nous regardaient de travers comme famille juive, avec ce sentiment qu'Hitler n'avait pas fini son travail. Ça devenait insupportable. J'arrive en Israël et j'ai devant moi des non-juifs comme vous. Je n'aurais jamais pensé que des gens comme vous puissent exister en dehors de notre communauté. Donc ça déjà, c'est gagné, quoi.
C'est gagné, oui. Chaud au cœur, vraiment. Là, on est dans l'alliance visible. Ouais, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, juste pour revenir sur cette histoire un peu rocambolesque, parce que 12 ans d'enquête, on imagine que vous avez, si vous avez continué, c'est qu'à chaque fois, vous trouviez de nouveaux éléments. Qu'est-ce qui a été le plus incroyable dans votre recherche ? Je crois, le plus incroyable, je pense à différents moments. D'abord, ce sont les miracles. Et là, je sais de quoi je parle. Et ce sont les miracles qui ont jalonné ces découvertes. J'ai été, je pense à ce téléphone un soir d'un collectionneur de Jérusalem que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas, mais qui, pour une raison, j'ignore encore, avait entendu parler de mes recherches sur la famille Heller. Il m'appelle, m'annonce au téléphone qu'il a pour moi une lettre d'un certain Albert Einstein. Je ne comprends pas. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui essaie peut-être de voler ma carte de crédit ou de me faire un chantage quelconque. Je discute avec lui, il me dit non, j'ai entendu parler de votre recherche. La famille Heller était des cousins d'Albert Einstein et j'ai une lettre qui parle d'eux. Est-ce que vous la voulez ? Quelques minutes après, je recevais par email le scan de cette lettre. C'était pour moi un jalon nécessaire parce que cette lettre indiquait que Hans Heller avait été interné dans un camp de travail dans le sud de la France. Il me fallait une preuve, j'en avais entendu parler. Cette preuve, je l'ai reçue le soir même de Jérusalem. Ça, c'est les miracles tangibles, et je pourrais vous en citer bon nombre. D'autres miracles sont, ou plutôt d'autres éléments forts pour vous répondre, touchent aux rencontres que nous avons faites. Je pense en particulier à la cousine du petit Peter, le garçon et sa famille qui a été sauvés par mon grand-père. La cousine, elle, a été déportée avec toute sa famille à Auschwitz. Dans mes recherches, on m'a donné le nom de cette cousine à Paris en disant qu'elle pourrait peut-être m'aider. C'était il y a 11 ans en arrière. Je téléphone à cette famille Vanek, Arnstein-Vanek à Paris, une voix à l'autre bout du fil qui me dit je raconte cette histoire, je suis à la recherche d'informations sur mon grand-père et sur la famille qui l'aurait sauvé. Et j'entends cette voix qui me dit mais toute ma vie, j'ai voulu chercher et trouver qui était cet homme, ce Paul Zbinden, qui avait sauvé toute ma famille, tous mes cousins, parce que j'ai perdu la mienne dans le camp d'Auschwitz. Ça, c'est pour moi un moment fort. C'était pour mon épouse et moi une reconnexion. Bien sûr. Je parlais de l'alliance. C'était une alliance familiale, intime, avec Marion Arnstein-Vanek, qui maintenant est entrée dans notre famille et nous sommes entrés dans la sienne. Ouais, c'est fou, c'est incroyable. Alors, il y a aussi cette histoire, alors ça, c'est vraiment encore quelque chose pour moi, c'est héroïque, ce réseau dans la résistance pour faire passer des enfants juifs, leur faire passer la frontière, les sauver, en fait. Et alors ça, vous avez moins d'éléments. J'ai moins d'éléments. C'est le deuxième épisode dans toutes ces recherches qui s'est ouvert. Je pense avoir fait le tour. J'avais rassemblé des documents. Il faut imaginer que j'ai rassemblé des photos, des lettres. J'ai trouvé des cartes de prisonniers, des horaires de train, etc. Et je pense avoir fait le tour au niveau de la protection de la famille Heller. Mais j'ai découvert que mon grand-père, de nouveau par mes tantes, qui me lâche ça une fois par hasard, oui, on t'a peut-être pas dit qu'il avait fait partie également d'un réseau de passeurs d'enfants. Et là, je découvre alors la deuxième partie de la vie clandestine de mon grand-père, qui avait un faux certificat médical pour rencontrer un cardiologue à Paris, et qui ramenait en train des enfants après la rafle du Veldiv. Combien, je ne sais pas. Qu'il les cachait sous le train au moment où la Gestapo entrait pour faire le contrôle. Mon grand-père avait calculé exactement le temps qu'il fallait pour la Gestapo passer faire les contrôles dans ce train qui s'arrêtait en rase campagne. Et là, il passait les enfants sous le train, il devait s'accrocher aux essieux le temps du contrôle, et ensuite il les faisait remonter. Car mon grand-père s'asseyait toujours au milieu du train pour être sûr d'avoir le temps. Ces choses-là, je les ai découvertes après coup. Incroyable. Donc, en fait, pendant votre voyage en Israël, si jamais, grâce à l'émission, on ne sait pas, certains enfants se reconnaissent, c'est-à-dire que certains enfants, ou on va dire des enfants de ces enfants-là qui ont entendu cette histoire, vous aimeriez, j'imagine, rentrer en contact avec eux. Ce serait pour vous extraordinaire. Alors, j'ai parlé des nombreux miracles. Ce serait peut-être le miracle ultime, en tout cas le prochain miracle. Ce serait bien évidemment de rencontrer certains de ces enfants, en tout cas d'avoir des échos de leur part. Ok. Alors, l'idée, comment on peut vous aider ? Parce que c'est vrai que vous avez une histoire que tout le monde ne connaît pas. Vous aimeriez continuer, au-delà de Mikvé Israël, à donner des conférences ici, à raconter cette histoire incroyable ? Je crois que pour nous, et c'est la raison aussi pour laquelle nous sommes là avec mon épouse, c'est vrai, c'est nous mettre à disposition aussi de
de celles et de ceux qui souhaiteraient que nous puissions raconter cette histoire et leur faire vivre ces aventures. Ce qui nous a profondément touchés ici en Israël, c'est la réception de cette histoire, tant auprès de la jeune génération. Ouais. Nous avons vraiment à cœur la jeune génération. Mais je me rappelle, on est passé au kibbutz Nekba il y a de ça quelques jours, et là je me suis retrouvé devant des retraités qui sont venus écouter cette conférence. Et nous avons été complètement touchés, émus par la rencontre avec ces retraités qui ont été touchés au plus profond de leurs entrailles de ce partage. Bah, en même temps, il faut bien comprendre que votre grand-père n'a pas fait que les sauver physiquement, il les a aidés même après la guerre. Ça, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Alors, dans les petits détails savoureux de cette histoire, mes tantes m'ont dit que mon grand-père avait aidé le financement du voyage de cette famille LR qui désirait partir aux États-Unis. Il faut bien comprendre évidemment qu'après la guerre, il n'avait plus grand-chose. Et mon grand-père avait reçu de la part de ces LR, vraisemblablement en guise de cadeau, c'est ce qu'ils avaient pu sauver, j'ai envie de dire, dans la bataille, quelques partitions de Jean-Sébastien Bach, qu'il a pu monnayer, qu'il a pu vendre. Et l'argent qu'il a obtenu de ces partitions a permis à cette famille de rassembler de l'argent pour pouvoir partir aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est très étonnant, c'est que pendant de longues années, j'ai cru que la famille LR était partie en bateau aux États-Unis, comme évidemment beaucoup d'immigrants. Et c'est, il y a de ça 2-3 ans, par hasard, alors que je travaillais sur Internet toujours à la recherche de preuves, que je suis tombé sur les billets d'avion de cette famille. J'ai le nom des passagers, j'ai le nom de l'embarquement, et donc j'ai bien la preuve. Bon, moi, je pense qu'avec toute cette histoire, vous allez être contacté, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de LR en Israël. Vous allez sûrement rencontrer quelques-uns ici. En tout cas, c'était une histoire magnifique. Merci de nous l'avoir fait partager. On espère que vous allez continuer à donner des conférences, à en parler, et peut-être retrouver la trace de ces enfants qui ont été sauvés grâce à votre grand-père, voilà. Le pasteur Zbinden. J'espère que je n'ai pas accroché son nom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. À très bientôt. Merci, Cathy.